Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe, épisode 5, saison 2, un épisode de gala, épisode spécial sans invité, pour revenir sur la victoire XXXXL de Tyson Fury sur Deontay Wilder avec bien évidemment nos superbes journalistes de l'équipe. On va commencer par monsieur Jérôme Guéas. Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume, bonjour Sandro, bonjour à tous. Et Sandro Pizzus pour également quelques petites masterclass. Salut à toutes et à tous. Bonjour Sandro. Donc on va revenir donc sur la victoire de Fury, son nouveau statut au sein de la catégorie heavyweight, également la suite pour les principaux tauliers de la catégorie reine. Bref, vous allez tout savoir. Bien, donc samedi 22 février à Las Vegas, MGM Garden Arena, Tyson Fury s'est imposé par TKO au 7e round face à Deontay Wilder. Il devient le premier homme à le battre chez les professionnels. Maintenant, il a remporté tous les titres au sein de la catégorie. Et donc là, il repart avec la ceinture WBC. La question est simple. Est-ce que Tyson Fury, messieurs, est le meilleur poids lourd de la planète actuellement ? Sandro. Alors, Jérôme ? Qui se mouille ? Oui, je pense que là, il a fait, comme disent les Américains, un statement, quoi. Une mise à jour très... il s'est vraiment... Enfin, ce qu'on a vu samedi, c'était... Moi, je suis resté sans voix parce que j'étais totalement étonné par ce combat. Et oui, c'est clairement, en ce moment, là, après cette victoire face à Deontay Wilder, c'est le lourd le plus fort du moment. Parce qu'il faut se rendre compte qu'ils étaient encore... Tous les trois, avec Joshua, Wilder et Fury, ils étaient invaincus il y a encore quelques mois. Joshua a perdu contre Ruiz, et là, Wilder a perdu contre Fury. Donc Fury est le dernier invaincu chez les poids lourds. Donc oui, ça fait de lui le poids lourd le plus fort, et surtout, il a le titre WBC, qui est le titre le plus prestigieux dans la catégorie reine. Je suis assez d'accord avec Sandro pour une fois. Non, je plaisante bien sûr. Effectivement, c'est important de rappeler qu'il est invaincu et que parmi les trois, c'est le dernier. Une grosse performance, effectivement, de Tyson Fury. Très vislarde, quand même, face à un adversaire qui, lui, a semblé sans énergie, sans stamina. C'était un peu étrange comme combat, mais Fury a vraiment maîtrisé son sujet. Et j'insiste, grâce à son vice, surtout dans les 4e et 5e rounds. Mais pour répondre à la question... Est-ce que c'est vraiment le meilleur poids lourd aujourd'hui ? Il manque le combat face à Joshua pour vraiment le dire. Disons qu'il a pris un petit ascendant, en tout cas psychologique, je pense, sur Joshua et sur Wilder s'il y a un rematch, un troisième match. Et aujourd'hui, oui, en tout cas, il peut fanfaronner et claironner qu'il est le meilleur poids lourd du monde. Il n'y aura pas grand monde pour le contraire. De toute façon, les prochains mois, prochaines années vont être très intéressantes pour Tyson Fury, qui est toujours dans son contrat avec ESPN et Top Rank. Donc là, on le rappelle, il avait été champion du monde en 2015 après sa victoire face à Klitschko. Il avait mis fin à un règne de quasiment 10 ans. Et là, il avait pris une pause, donc dépression, tous ses problèmes personnels. Revenu en 2018, il a affronté Deontay Wilder en décembre. Et ensuite, il y avait eu 2 combats un peu de reprise, puis là, la revanche. Est-ce qu'il a réussi pour vous le plus grand comeback de l'histoire de la boxe anglaise ? Il a réussi un très grand comeback. Après, est-ce que c'est plus fort que Ali Kinshasa ? Quand même, je n'irai pas jusque-là. Est-ce que c'est plus fort que Foreman face à Michael Moorer, premier champion du monde gaucher des lourds, en 94 ? Je suis pas sûr non plus. Voilà, il est dans le top 3, top 5. J'ai peut-être oublié d'autres boxeurs dans l'autre catégorie inférieure, mais c'est pas plus fort que Foreman ou Ali, je pense pas. C'est vrai que pour l'instant, on voit pas trop l'impact culturel aussi, parce que les autres combats, comme tu disais, il y avait vraiment une véritable résonance. Là, quand même, ils ont battu le record, on va dire, de billetterie pour un choc poids lourd qui était avant, c'était Lennox Lewis contre Mike Tyson. Donc c'est quand même pas rien. Là, on a vu sur les réseaux sociaux, il y avait une énorme résonance, donc l'avenir le dira aussi s'il y a eu un véritable impact pour cette victoire de Tyson Fury. Sandro ? Moi aussi, pour une fois, je suis assez d'accord avec avec Jérôme. Non, c'est un comeback exceptionnel. Après, c'est comme toutes ces questions, c'est des avis un petit peu subjectifs. Après, c'est des avis personnels. Oui, c'est un comeback exceptionnel parce que il y a quand même 3 ans après sa victoire contre Klitschko, donc il s'arrête un peu à la surprise générale. Il prend 50 kilos, il était totalement hors de forme. Il a eu des problèmes de drogue, d'alcool, de dopage aussi. De dopage. Il a même pensé, il l'a dit, il a pensé à se suicider à un moment. Enfin, je veux dire, on le pensait vraiment fini, quoi. Et puis, en 3 ans, il est revenu au sommet de son art. Et là, en 2020, il est de nouveau
roi des lourds, quoi. Et quand on est roi des lourds, on est un peu le roi de la boxe. Et puis il faut rappeler, il est jeune, il a 30 ans. 31 ans, quand Joshua a 29 et Wilder 34. Voilà, il a encore pas mal d'années devant lui. Il n'est pas trop usé parce qu'il a fait une longue pause. Il peut effectivement écrire l'histoire des poids lourds. Donc juste avant la victoire face à Deontay Wilder, il avait dit tout ce que je fais en carrière c'est gagner, sauf quand je fais match nul face à Deontay. Donc il y a une clause de revanche que Wilder, donc que le perdant, peut activer sous 30 jours. Selon vous, est-ce une bonne idée pour l'ancien champion de WBC d'avoir cette revanche immédiate après ce premier combat? Après ce qu'on a vu samedi, j'ai presque envie de dire non, c'est pas une bonne idée parce que en plus ça veut dire que ça serait une revanche dans un temps assez court, hein. On parle de peut-être dans 6 mois, voilà. Donc tu vois, ça laisse quand même peu de temps pour s'adapter. En plus, on sait que Wilder, c'est pas forcément un boxeur qui s'adapte à son adversaire. Et franchement, là, comme ça, c'est vrai que quand on parle de cette fameuse, cette éventuelle trilogie, hein, parce que ça ferait une trilogie, là, comme ça, je me dis que c'est pas forcément le meilleur des combats pour Wilder après ce qu'on a vu. Ouais, c'est pas forcément le plus mauvais non plus. La seule inconnue, ça sera l'étape psychologique de Wilder. Est-ce qu'il y sera prêt sans combat de préparation pour faire un 3e match face à Fury? Je sais pas. En tout cas, en WBC, il a plus grand-chose à prouver. Il va affronter qui s'il se prépare? Il va pas refaire une trilogie avec Ortiz. Avec Ortiz. Bon, voilà, il a nettoyé la WBC. Moi, je pense que le mieux, ça serait qu'il reprenne tout de suite Fury cet été, bien préparé, avec plus d'envie que ce qu'il a montré samedi, et pour finir cette épopée entre les deux boxeurs. Je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Surtout que toute proportion gardée, ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé pour Joshua face à Ruiz, où il y avait eu évidemment ce knockdown en début de combat qu'il avait ensuite porté, traîné avec lui tout le reste, où il avait été dominé. Il avait pris cette revanche immédiate, là aussi 6 mois après, et avait réussi à faire des changements. Est-ce que, par exemple, Sandro, toi, tu penses que Wilder est capable de faire ces changements et de se réinventer? Franchement, non. Alors, j'avoue, j'y crois pas trop parce que en fait, il boxe comme ça. Wilder, on va pas rappeler le style de Wilder parce qu'on le connaît. Voilà, c'est un formidable puncher. C'est probablement l'un des punchers les plus effrayants de l'histoire des poids lourds. Il a une droite absolument terrible et il l'a prouvé pendant 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il utilise cette stratégie de placer cette droite à un moment. C'est souvent d'ailleurs un boxeur très frustrant parce qu'il dit en gros, moi je m'en fiche d'être en retard sur la carte des juges au 3e, au 4e, jusqu'au 6e round parce que je sais qu'à un moment je vais placer ma droite et que je vais mettre mon adversaire KO. Mais là, cette fois, il n'a pas pu et surtout, il n'a pas su s'adapter à Fury qui lui a proposé une boxe tellement agressive. Il n'avait jamais été agressé de cette manière-là. Parce que ce qui m'a marqué surtout, c'est les premières secondes, donc gong, ça commence et Fury court vers le centre du ring. Et à ce moment-là, il n'a jamais vu le centre du ring, Wilder. Il n'a jamais lâché, absolument. Ouais, Fury n'a jamais lâché le centre du ring. Et ça, d'habitude, c'est Wilder qui dicte le rythme face à ses adversaires. Et il dictait aussi le rythme face à Fury lors du premier combat. Mais cette fois-ci, Fury qui avait dit pendant toute la promo que cette fois, il allait être agressif, qu'il n'allait pas le laisser respirer. Nous, on s'était dit, il parle beaucoup, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Oui, il a fait exactement ce qu'il a dit. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il a été tellement agressif qu'il n'a pas laissé Wilder respirer. Et c'est la première fois de sa carrière en pro que Wilder s'est retrouvé dans cette situation et il n'a pas su s'adapter. Alors, Fury aussi, il est plus grand que Wilder. C'est pas arrivé souvent à Wilder de combattre des poids lourds aussi grands que lui. Après, avec plus d'allonge. Ouais, on parle, Jérôme. Wilder fait 2 mètres. Fury fait 2,05 m. C'est pas non plus une différence dingue. Face à un boxeur comme Ortiz, ça se voit, tu vois. Je pense que c'est plus le poids qui est plus impressionnant là sur le. Il a affronté un boxeur plus grand que lui, qui frappe presque aussi fort que lui, qui est beaucoup plus technique et qui a beaucoup plus de vis. Voilà, j'insiste encore une fois, et peut-être qu'on pourra en parler un peu plus longuement. Mais nous allons en reparler. Très bien, mais ouais, je crois pas que Deontay Wilder doive se réinventer. En plus, je pense qu'il pourra pas, que c'est trop tard. Il faut pour la trilogie, il faut qu'il garde son style, qu'il a pas du tout su ni pu exprimer, mais... Il y a quand même eu quelques frappes au corps en tout début de combat qu'on n'avait pas vu lors du premier choc. Ouais, premier et deuxième round, c'est vrai qu'il attaque un peu le corps de Fury en mettant des crochets dans le foie. Mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps parce que très peu de temps après, parce que quand on attaque le corps, souvent
on est exposé au niveau de la garde. Et donc Fury a immédiatement réagi en lui plaçant 2-3 jabs qui l'ont fait reculer. Et il a pu essayer après. Bon, en tout cas, je pense qu'il doit rien changer à sa façon de boxer, et au contraire, mais juste je crois qu'il peut pas changer. Il peut pas changer. Je crois que sans avoir raison, il peut pas. Mais en tout cas, ce qu'on a vu samedi, c'est pas le Wilder qu'on a l'habitude de voir. Oui, parce qu'il n'avait jamais été aussi lourd. C'est vrai. De toute façon, sur la balance. 104 kilos. Et même chose pour Tyson Fury, d'ailleurs, qui inquiétait un petit peu, parce que c'est vrai qu'on avait vu, pour en dire oui, on avait dit il était hors de forme. Pour Fury, c'était, on l'a jamais vu aussi musclé. Bref, tout est une question d'interprétation. Bien. Donc maintenant, on va revenir au Gypsy King. À nouveau champion du monde. Là, il y a le choc qui se précise lentement mais sûrement, qu'on attend depuis de nombreuses années face à Anthony Joshua, pour maintenant suprématie mondiale en plus de celle du Royaume. Messieurs, Eddie Hearn, le promoteur d'Anthony Joshua, a dit que ça allait être beaucoup plus simple à organiser que pour Deontay Wilder, parce qu'on sait, Deontay Wilder, c'est Premier Boxing Champions, donc c'est All Aimon, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur en affaires. Là, Eddie Hearn avait fait une première proposition 60-40, peut-être que là il fera un effort à 50-50. Je pense que là ça va être nécessaire, oui. Est-ce que pour vous, là maintenant, après cette véritable démonstration de Tyson Fury, est-ce qu'il peut gagner face à Anthony Joshua, tout simplement, qui est le deuxième homme de cette catégorie, sinon le premier homme bis? En fait, j'ai plus envie de te poser la question, est-ce qu'Anthony Joshua peut battre Tyson Fury, en fait? Parce que c'est lui, finalement, comme on l'a dit, là, c'est lui qui domine cette catégorie. Donc oui, c'est un combat qu'on a envie de voir depuis maintenant 3-4 ans. De toute façon, entre les trois donc, dont on parle, Joshua, Wilder et Fury, on avait envie qu'ils se croisent enfin, parce qu'ils se tournaient autour depuis un sacré bout de temps. Donc là, on a déjà eu Wilder-Fury. Donc voilà, le vainqueur allait vers Joshua, et c'est ce qu'on a envie de voir. Après, est-ce que Fury peut battre Joshua, tu vois? Oui, bien sûr qu'il peut le battre. Je pense même qu'il a toutes les armes pour le faire déjouer, exactement comme avec Wilder, même si c'est pas du tout le même style, Joshua. Plus technique, évidemment, qui se rapproche plus de Fury. C'est toujours difficile de prédire l'issue d'un combat. Est-ce qu'il peut le battre? Oui, bien sûr, il peut le battre. Il peut le battre, c'est un bon boxeur, technique, encore une fois, il aura l'avantage de la longe. C'est des lourds. C'est des lourds, oui, sur une frappe, voilà. Tout peut se passer. Oui, il a les armes pour le battre. Après, est-ce que le combat se fera rapidement? Non, sans doute pas. Non. Mais oui, évidemment, c'est le combat qu'on veut voir. Et je pense que c'est le combat qui sera super bien vendu entre deux Anglais, deux Britanniques, avec un show pré-combat absolument incroyable, parce qu'il y avait beaucoup de respect entre Wilder et Fury, pas de trash talk. Je pense que ça sera pas le cas. Il y a eu du trash talk, mais c'était un peu superficiel. Voilà. C'était, on voyait que c'était un peu orchestré, c'était un peu forcé, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de respect l'un envers l'autre, Wilder et Fury. Et là, ça peut être vraiment énorme, en tout cas, je pense. Tout dépendra aussi de la motivation de Tyson Fury, parce que c'est peut-être ça on va dire le plus inquiétant pour lui, la principale préoccupation, parce qu'il avait dit avant le combat face à Wilder, en cas de victoire, j'aurais terminé le jeu tout simplement. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour Wilder de reprendre Fury tout de suite, parce qu'on ne sait pas non plus dans quel état va ce physique et psychique sera Fury cet été. Il va peut-être reprendre 30 kilos, pas s'entraîner, faire des bêtises comme il sait faire, on verra. Parce qu'on rappelle, de toute façon, il devait y avoir cette fameuse revanche face à Klitschko. Il y avait même eu la conférence de presse avant que Fury sombre tout simplement et qu'elle soit purement et simplement annulée. Bien messieurs, ce cher Tyson Fury, il y a eu évidemment ces petits coups de vis, mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement par rapport au premier combat? Parce qu'on le rappelle, il y a eu un changement de coach, tout ce qu'il a dit aussi, je vais le mettre KO, je vais être beaucoup plus agressif. Et qu'est-ce que vous avez vu concrètement dans Tyson Fury qui lui a permis de l'emporter? Un petit coup de poing retourné derrière l'oreille, pas signalé. Une petite balayette dans le round 5 qui n'a échappé à personne, sauf... volontaire, je pense. Franchement, je suis pas sûr. T'es dur. Des prises de tête par le cou pour bien écraser la nuque de l'adversaire. Voilà, et puis il rentrait, 2 jabs, une droite, je m'accroche, je ressors, je recommence, ça a été ça tout le combat. Mais ça, c'est un peu joué avec les règles aussi, parce que mine de rien, Deontay Wilder était aussi protégé par l'arbitre. Alors, il a pris 1 point de pénalité dans le round 5. Juste après le knockdown, d'ailleurs. Voilà, ce qui était une bonne décision, je pense, prise par l'arbitre, qui en revanche aurait pu laisser un peu plus de corps à corps. J'ai trouvé qu'il les séparait un peu vite, ça dépend des règles, ça dépend de l'arbitre. Bon. Mais de toute façon, ça aurait pas aidé Wilder, je pense, de faire plus de corps à corps. Sandro, au-delà des coups de vis, il y a eu bien évidemment le contrôle du ring. Est-ce que toi, ça t'a impressionné chez Fury? Ça, pour moi, c'est la clé du combat, quoi. Il l'a jamais... En fait, pour éviter de se répéter, c'est vrai qu'il l'a jamais laissé respirer, mais ce qui est impressionnant, c'est que
en fait, il l'a presque battu avec l'arme de Wilder, c'est-à-dire gauche-droite. Bon, Wilder, c'est plus feinte de gauche et droite. Fury a fait un nombre de gauche-droite et après au corps, parce qu'à chaque fois, il touchait. Il faut se rendre compte quand même que sur 7 rounds, donc, Fury a touché 160 fois Wilder et Wilder a touché que 55 fois Fury. Ça veut dire qu'il a pris il a pris une tonne de coups, il a été saoulé de coups, et ça s'est vu très vite parce que il y a des images, c'est assez terrible. À un moment, franchement, j'avais vraiment de la peine pour Wilder parce que au 5e et 6e round, on le voyait à certains moments après donc ces fameuses séries de corps à corps après avoir mangé des coups terribles, des droites terribles. On le voyait, l'arbitre le regardait, voilà, et il se tenait sur les cordes parce qu'il avait presque plus l'équilibre. Enfin, je veux dire, c'était terrible. Après, comme je l'ai dit, aussi le poids joue, parce qu'à un moment, Wilder faisait 104 kilos, donc oui, effectivement, il n'a jamais été aussi lourd. Idem pour Fury, qui était à 120 kilos. À un moment, il y a une différence, et aussi, quand vous faites 120 kilos, vos coups... Alors, je veux bien qu'on me dise que Fury est moins puissant que Wilder, c'est vrai, mais quand vous faites 120 kilos, quand vous mettez une droite pleine puissance, bah, ça fait mal à n'importe qui, et là, sur ce coup-là, bah là, tout ce qu'il a pris, Wilder, enfin je veux dire, on a découvert aujourd'hui, enfin samedi, que Wilder avait un menton. Ça, on ne le savait pas. Enfin, Après, ça ne suffit pas, hein, mais... On l'avait vu quand même contre Ortiz. Exactement, lors Ah du bah, premier combat. Ah, mais là, c'était vraiment autre chose, là. Ouais, c'était autre chose, mais c'était pas, je sais pas. Wilder, moi, je l'ai trouvé désordonné dès le début. En fait, dans son regard, rien que pendant le face-à-face d'avant-combat, il est déjà hagard, il est KO, il est pas là, en fait. Alors qu'on voit toute la détermination dans les yeux de Fury, qui avait beaucoup plus d'envie, qui a jamais lâché le centre du ring. À l'appel du 7e round, l'image, elle est juste incroyable. Wilder est encore sur son tabouret, Ouais. que Fury est déjà au milieu du ring, et il attend. C'est juste, et ça a été, voilà, pour moi, c'est l'image symbole de ce combat. Wilder, Après, Wilder il a essaie de jamais... gagner du temps aussi. Ouais, Un petit peut-être. peu, mais- parce qu'il n'y a qu'une minute de récupération, et quand vous prenez des coups pareils, une minute, c'est vraiment c'est rien Après, quoi, pour récupérer. Ouais, mais être assis alors que l'autre est déjà debout et qui Mais ça faisait il te déjà- laisse 4 secondes Ouais, pour. Ça faisait tu déjà récupères 2-3 pas, en rounds fait. qu'il était vraiment dans le dur et que son corner lui demandait depuis déjà. Alors, il y a eu à partir du 4e round, à la fin du 4e round, donc début de 5e, son corner lui demande à Wilder, est-ce que tu veux continuer Donc voilà, c'était déjà que Wilder était déjà fini après la fin du 4e round. Enfin, fini. Il était déjà dans le dur total, il avait plus conscience. Franchement, il prenait trop de coups. Hein, Il perd le franchement. combat des 2e rounds pour moi. Ouais, je pense il y a ce 3e fameux plutôt. knockdown du 3e round où c'est là pour beaucoup. Je pense que vraiment tout a basculé. qu'après ce coup-là, on voit après il titube. D'ailleurs, alors oui, il y a 2 knockdowns, mais bon, il retombe 2 fois. Alors une fois sur une balayette volontaire ou Magnifique involontaire. balayette, magnifique. J'ai oublié un petit coup d'épaule aussi donné C'est par Fury. Fury façon McGregor, qui était présent via son whisky d'ailleurs à cette soirée. Ouais. Sponsor principal de l'événement. Absolument. Mais il y a 2 autres fois où il perd l'équilibre après des enchaînements de Fury parce que justement, il essaie de se protéger, mais il encaisse encore. Et au moment où il fait même pas de corps à corps, Fury, c'est-à-dire qu'il lui met gauche-droite et Wilder est complètement en déséquilibre et pas loin, enfin il tombe 2 fois, il y a même une 3e fois où il est pas loin de tomber, il se rattrape aux cordes, on a l'impression qu'il est totalement hagard, il est perdu. Mais je pense vraiment qu'il a été totalement surpris par le style. Je n'irais pas jusqu'à dire que Fury a réinventé son style, il a juste changé de stratégie en lui mettant une pression constante. Et donc en fait c'est ça, moi je pense qu'il a été surpris, et comme il n'est pas habitué forcément à prendre autant de coups, bah, c'est la première fois de sa carrière qu'il prend autant de coups, donc il a été totalement... En fait, il était sonné direct, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu d'infos, contrairement au premier combat Joshua Ruiz, où là, on sait qu'aujourd'hui, que Joshua n'était pas dans les meilleures dispositions. Wilder avait l'air, a priori, dans la forme de sa vie, surtout qu'il avait Ouais, dit c'est que ce lors qu'il a du premier- répété, Et puis que lors du combat, voilà. il avait été malade quelques jours avant, donc c'est pour ça qu'il avait été assez léger. Après, aussi, Wilder, c'est un physique particulier, parce que c'est un lourd qui est très sec, très grand, mais donc... Certains ont dit, ouais, à 104 kilos, peut-être qu'il perd un peu de vivacité. Même lui a dit en conférence de presse après la rencontre qu'il avait eu des problèmes au niveau du déplacement, qu'il sentait pas bien ses jambes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a pris trop de poids et donc qu'il a perdu un peu en vivacité, en vitesse aussi pour déclencher ses coups, ou est-ce que c'est tout simplement au niveau de la coordination, hein, parce que, comme tu l'as dit, quand tu prends un coup terrible, mais il faut se rendre compte qu'au 3e round, enfin, je veux dire, il fait un vol plané quoi, après le crochet de Fury. Quoi. Il est complètement... il aurait pu être KO tout de suite. Hein. Il est totalement hagard, un peu comme avec Ortiz quand il l'a mis KO il y a quelques mois. C'était un peu la même image. Quoi. Il était au sol, les yeux qui étaient plus vraiment en face des trous. Il regardait, il était un peu perdu. Non, franchement...
C'était impressionnant. Donc après ce knockdown au 3e round, Deontay Wilder est vraiment dans le dur. Il y a bien évidemment ce saignement à l'oreille, saignement à la bouche, et puis tout simplement il tient plus debout. Il y a eu une superbe tentative de takedown Raté malheureusement pour lui. ratée. Donc on peut dire qu'il était en mode survie. Il a eu du cœur comme tu l'as très bien dit. Mais est-ce que le combat a été arrêté trop tôt parce qu'on sait que son corner a jeté l'éponge. C'est extrêmement rare dans des combats pour le titre. Et puis là, un boxeur qui était invaincu en carrière et l'un des meilleurs de tous les temps, ou vu comme l'un des meilleurs de tous les temps. Moi, je pense qu'il a été arrêté presque trop tard, le combat. Ça faisait déjà quelques rounds qu'il était dans le dur total. Il était à l'agonie pas à la fin du 2e, mais plus dans le 3e, où vraiment là, il a commencé à prendre des coups très sévères. Mais donc, il y a eu ce knockdown, comme tu l'as dit, 3e round, donc il saigne de la bouche. Son oreille est déjà très abîmée et Fury a insisté là-dessus, a continué à taper à ce niveau-là. Donc ça, parce qu'à un moment, Fury était couvert de sang, mais c'était pas son sang, hein, c'était celui de Wilder, parce que comme ils étaient au corps à corps, donc il est. Ouais, mais il aime ça, il aime bien lécher le sang. Bah voilà, c'est vrai. Au 6e round, effectivement, il a un peu, je sais pas comment on peut appeler ça, trash talké ou sorti sa langue. Voilà, parce qu'il avait Tout simplement. Parce qu'il avait dit qu'il il voulait goûter le sang de Wilder, hein, c'est ce qu'il a dit. Mais oui, effectivement, et à un moment, c'est aussi la responsabilité du corner, parce qu'il faut rappeler que Wilder a toujours dit qu'il n'abandonnerait jamais, qu'il était prêt à mourir sur le ring. Et donc, son corner, c'est eux, à un moment, ils ont dit « Ok, stop, là, c'est trop ». Et ils ont jeté la serviette pour dire « On arrête, ça suffit, parce que là, ça commence à devenir très dangereux ». Donc voilà, à un moment, il était tellement à l'agonie, c'était plus possible. C'est toujours difficile d'arrêter un combat, surtout pour un titre. De le juger, c'est aussi difficile. Au début, moi, je me disais que c'était un peu trop tôt. Ils auraient peut-être pu le laisser finir le 7e round. Je pense pas qu'il aurait été mis KO au 7e, on sait jamais. Je pense que c'était, dans un premier temps, je pensais que c'était surtout pour éviter l'humiliation au 8 ou 9e. Et là, je pense que Wilder aurait fini KO. En revoyant les images, je pensais toujours bien de protéger la santé de son boxeur. Ils ont bien fait de jeter l'éponge, même si je pense que, et c'est la grosse force de Wilder, il aurait pu sur une droite, une seule, unique, isolée, peut-être renverser le combat. C'est un risque pris. Bon, effectivement, dès le 5e, il était plus là. Son coin lui demandait s'il voulait continuer ou pas à chaque minute de repos. On peut pas reprocher à un coin de jeter l'éponge pour protéger son boxeur. Mais peut-être qu'il pouvait tout simplement plus toucher, parce qu'avec ce problème de déséquilibre, donc toucher peut-être à l'oreille interne, il avait tout simplement plus les capacités pour aussi bien toucher Fury. C'est surtout ça qu'on a vu en fait, c'est le déséquilibre permanent de Wilder, même s'il n'était pas sonné, il était déséquilibré, voilà, il avait plus de coordination, d'où le fameux takedown au 3e round, où là c'est quand même assez flagrant, mais c'est presque, ça fait presque peur, on s'est dit, il est pas loin de la commotion, quoi. Voilà, c'est pour ça que même si je suis d'accord avec Jérôme, effectivement, sur une droite, il peut mettre n'importe qui KO, ça on le sait depuis 15 ans. Mais il était vraiment à l'agonie, il savait plus du tout. Enfin, même ses coups étaient totalement. Alors, souvent, ses coups sont déjà brouillons quand il est lucide, mais là c'était des moulinets. Franchement, il visait même pas Fury des fois. Il visait totalement à côté, de 1 mètre à côté presque. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte, c'était poids lourd. Ils ont une allonge incroyable. S'il rate autant son adversaire, c'est qu'il est complètement dans les vapes. C'est tout. Et donc pour vous, Deontay Wilder, donc, qui était vu comme le véritable monstre de cette catégorie, est-ce que cette défaite, elle est vraiment inquiétante dans le sens où il a peut-être été pour la première fois de sa carrière, on va dire, exposé, puis c'est vrai qu'on est inquiet pour une trilogie? Inquiet, non, je sais pas. Comme tu l'as dit, il faut essayer d'en savoir un petit peu plus pour vraiment répondre à ta question. Est-ce qu'il était vraiment dans son état normal? Est-ce qu'il va invoquer une petite baisse de régime, je sais pas, ou une petite crise d'angoisse avant le combat comme d'autres ont pu en faire? Non, voilà, c'est une péripétie de la boxe, d'une carrière. Je pense pas qu'il faille s'inquiéter plus que ça pour Wilder. Je pense qu'il peut rebondir assez facilement. Oui, franchement, je pense qu'il faudra voir surtout le prochain combat contre qui déjà. Effectivement, s'il n'est pas opposé à Fury et qu'il repère de cette manière-là, oui, là on pourra commencer à être inquiet parce que ça voudra dire beaucoup de choses. Après, voilà, faut pas oublier quand même, il a plus de 40 combats, il était invaincu, il en a perdu un, c'est pas non plus la fin du monde, même s'il perd son titre et il perd cette suprématie des lourds. Faut pas oublier quand même que ça fait 15 ans qu'il met tout le monde KO en à peine quelques rounds à chaque fois. Donc non, il faudra voir la suite. C'est un peu tôt là pour s'inquiéter. Parce que c'est vrai que c'était notamment au niveau du style de Deontay Wilder, où, comme tu as dit très justement, c'était la première fois où il se retrouvait avec quelqu'un qui lui mettait directement la pression. On se souvient Anthony Pettis
en MMA, donc à l'UFC, qui était un véritable monstre de la catégorie. À partir du moment où il y a quelqu'un qui a su apporter cette clé pour le battre, tout le monde s'est mis à le faire, il est vraiment rentré dans le rang. Et pour Deontay Wilder, peut-être qu'on pourrait assister à ça, où maintenant les adversaires vont se dire, on a vu comment Fury a fait. Après, ça va donner des idées, évidemment, mais il faut avoir la technique. Il faut avoir la technique, il faut avoir la taille, il faut avoir la puissance. Et le vice. Et le vice, évidemment. Mais ce qu'on peut se dire aussi, mon cher Jérôme, c'est que ça pouvait être le seul moyen pour Tyson Fury de l'emporter face à Deontay Wilder, parce qu'on sait, notamment en boxe, quand on est le B-side, donc pas, on va dire, le principal promoteur de l'événement, l'arbitre, les juges sont un peu contre nous, donc on a besoin d'ajouter ça à son arsenal. On se souvient qu'Andy Ruiz, quand il était à New York face à Joshua, notamment dans le clinch, il avait utilisé ses coups un petit peu à retardement pour ne pas laisser respirer Joshua, parce que ça lui permettait de jouer un petit peu avec les règles. Ah oui, Fury avait samedi vraiment le style Las Vegas, avec tous les tricks de la boxe, tous les petits coups de vis encore une fois, mais c'est le style de Tyson Fury depuis toujours, hein. Il le revendique, c'est pas, pour lui, c'est être à la limite avec le règlement de la boxe, et ça fait partie, pour lui, complètement du jeu. Bien sûr. On peut pas lui donner tort, hein. Quel boxeur n'appuie pas sur la nuque de son adversaire quand il en a l'occasion au corps à corps? Enfin bon, voilà, ça fait partie du truc. C'est peut-être un vice que n'a pas Wilder. Bien messieurs, place au pronostic. Qui aimeriez-vous comme prochain adversaire pour Tyson Fury et Deontay Wilder? On va commencer par Tyson Fury, honneur au champion. On aimerait quand même le voir contre Joshua, quand même. Et est-ce possible, surtout, dans l'immédiat? Surtout. Dans l'immédiat, je pense pas, mais... Le manager de Joshua, Eddie Hearn, a appelé sur Twitter, allez, on le fait maintenant, le combat, pas besoin de trilogie, etc. Et dans la foulée, il y a quand même Dillian White qui a rappelé un peu les accords passés, c'est-à-dire qu'il est le challenger numéro 1 de Joshua, et que normalement, il peut pas y avoir de combat Fury-Joshua si Joshua n'affronte pas White. Donc ça risque de reporter le combat que tout le monde a envie de voir, oui. Joshua Fury. Première chose. Et ensuite, je pense que la trilogie se fera. Autour de la table, il y a pas mal d'amateurs de trilogie, dont je ne fais pas partie, mais je sais que vous deux, vous adorez ça. Donc voilà, la suite logique pour moi, mais je peux me tromper, ça serait d'en finir avec cette trilogie et un rematch Wilder-Fury, et puis Joshua qui affronte White, et ensuite la porte est ouverte à un Fury-Joshua qu'on a tous envie de voir en 2021. Parce qu'il y a aussi, évidemment, au-delà de Dillian White, il y a aussi Pulev qui qui doit normalement affronter Joshua, parce qu'il y a toutes ces questions de différentes ceintures, parce qu'il est quadruple champion du monde, ce cher Anthony Joshua, et bien évidemment Alexandre Usyk, qui est monté de catégorie, qui est le challenger obligatoire lui aussi pour la ceinture WBO, et également représenté par Matchroom Boxing, le promoteur d'Anthony Joshua. Donc, ce qui nous ferait 3 combats pour Joshua avant un éventuel choc face à Fury. Mais en boxe, tout est possible. Ah. Voilà. L'avenir nous le dira. Bien, voilà. KO. C'est terminé, saison 2, épisode 5. Merci à notre go de maison, Roland Richard, qui n'a pas du tout aimé la boxe de Tyson Fury lors du dernier combat. Bien, le podcast est disponible sur toutes les plateformes Apple Podcast, Google Podcast et le site l'équipe.fr. Merci messieurs. Merci à tous. Et à la prochaine. Ciao.